aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation et exceptionnellement, oui parce que ça arrive pas très souvent, Mélo va vous parler d'un manga. Je finirai par le manga et je vais commencer tout de suite par un thriller psychologique, Robe de mariée de Pierre Lemaitre. C'est un auteur dont j'ai jamais lu le livre, mais j'ai été attirée par le côté psychologique du livre. Je me suis dit ah oui, j'ai bien envie d'un truc bien dur où il y a beaucoup de psychologie. Surtout ne vous fiez pas à la 4e de couverture du roman, moi ça m'a carrément rebutée. J'avais trouvé le résumé sur internet et c'est ce résumé là qui m'avait fait plaisir. Je suis rentrée dans ce livre avec un sentiment assez mitigé. Déjà il faut être persévérant parce que l'écriture de Pierre Lemaitre est un peu abrupte au premier abord. Mais passer les 30 premières pages, pour moi, après je me suis habituée et ça a passé nickel. Ça convient très bien à l'ambiance, vu qu'au tout début, on est dans la tête de l'héroïne qui s'appelle Sophie. Et cette fille, tout le monde pense qu'elle est folle. Elle se pense folle elle aussi parce qu'elle a plein de pertes de mémoire, elle fait des choses bizarres. On suit l'enchaînement de ses pensées et le lecteur lui-même peut penser qu'elle est complètement tarée. C'est vraiment très bien fait sur ce côté-là. En fait, c'est découpé en 3 grosses parties. Une partie où on est dans la tête de Sophie. La deuxième partie, on est dans la tête d'un psychopathe. C'est vraiment bien fait parce que j'aime beaucoup les thrillers où on est dans la tête du malade mental à un moment donné. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça, mais quand ils le font en général, ils le font très bien et là c'est le cas. Et la troisième partie, on n'est plus vraiment dans la tête d'un personnage en particulier, c'est juste que on voit les choses comme les deux personnages, donc Sophie et le psychopathe. On a des petits passages où on a un article, où on a un journal intime ou ce genre de choses. Moi j'aime bien ce changement de format, ajouter des petites choses un petit peu à côté comme ça. Après j'ai rencontré un petit problème quand je suis arrivée à la fin. Les explications ont été survolées je trouve. Et il y a surtout, ça c'est pas une incohérence mais c'est juste que le scénario repose sur une brique principale qui tient pas la route en fait. En fait le psychopathe vole un sac à main dans lequel il y a des clés. Donc il fait le double de ses clés. Il rend le sac à main après à la police. Donc du coup la propriétaire retrouve son sac à main et elle se dit pas il va falloir que je change mes serrures. Et je trouvais ça un peu léger. Et ensuite le psychopathe veut du mal à une personne en particulier pour se venger. En fait pour venger quelqu'un. Et le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il veut venger cette personne, on comprend pas l'amour qu'il porte à cette personne. Ça pourrait être expliqué, hein. Moi j'ai inventé tout plein d'explications possibles, mais ça n'a pas été fait, c'est dommage parce qu'il y a la place pour le faire, hein, vu que là en grand format avec une écriture pas trop petite, on est à 270 pages, bon, même s'il n'est pas très original au niveau du scénario, parce qu'au final, enfin... Les explications pour pourquoi le psychopathe veut se venger, pourquoi est-ce qu'il fait des choses aussi horribles, c'est assez banal en fait, enfin, on retrouve ça dans d'autres thrillers. Mais Pierre Lemaitre ne fait pas se finir les thrillers comme d'habitude. Je ne vais pas vous l'expliquer énormément sans vous spoiler. Donc, du coup c'est un petit peu original, ça se passe pas comme dans la plupart des thrillers où ça répond, où le schéma en général est le même. Là le schéma est un peu différent. C'était quand même une très bonne lecture, un thriller correct largement. Pour ma part je vais vous présenter la suite de Red Queen, donc le 2e tome, Glass Sword. J'avais fait quelques reproches au premier tome, notamment le fait qu'il y avait pas mal de répétitions, ce qui m'agace, et aussi la présence du triangle amoureux qui était bon, relativement bien dosé dans le premier tome. Et j'avais vu apparaître à la fin de ce premier tome un 2e triangle amoureux pour le second tome, ce qui m'avait particulièrement inquiété. D'abord, le triangle amoureux du second tome, il y en a un mais il n'y en a pas un. C'est très bien fait, l'héroïne n'a pas de choix à faire, elle sait ce qu'elle veut et ça, honnêtement, ça fait du bien. Et ensuite, en ce qui concerne les répétitions, ça m'a beaucoup moins choqué que dans le premier tome. Il y en avait quelques-unes, hein, mais c'était pas aussi dérangeant, c'était pas aussi agaçant. Voilà. Peut-être parce que tu étais habituée du coup. Peut-être parce que je me suis habituée. Il y a beaucoup de répétitions, mais sur ce qui s'est passé dans le premier tome. Voilà, c'est beaucoup de réexplications, bon... Effectivement, quand ça fait longtemps qu'on a lu le premier tome, je comprends que ça puisse aider. Moi, ça m'a un peu embêtée parce que ça fait même pas 2 mois que j'ai lu le premier, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu trop de mal à me remettre dedans, dans l'histoire, dans le scénario. Il y avait quelques petits points de détail que j'avais oubliés. C'est un bon 2e tome, c'est pas une histoire exceptionnelle, donc je sens que la fin sera pas exceptionnelle non plus. Ça met un peu de temps à démarrer. Enfin, quand je dis ça met un peu de temps à démarrer, c'est faux parce que les premiers chapitres suivent directement la fin du premier tome, ça va très très vite du coup parce qu'on est encore dans l'action de cette fin là qui était assez explosive, mais voilà, après il y a un petit creux, une petite période de battement et c'est vraiment à la fin que ça reprend. J'ai eu l'impression voilà, d'une certaine lenteur
assez accentué par des ellipses et des manques d'explications, notamment sur les personnages. Parce que notre héroïne Mar va faire des recherches, va chercher des gens, elle les trouve et on a peu d'explications sur eux, on a peu d'explications sur ce qui se passe. Voilà, on en a juste quand c'est absolument essentiel, mais j'aurais bien aimé en avoir un peu plus avant. Je lirai le 3e tome quand il sera sorti en poche et que je le trouverai d'occasion, parce que voilà, c'est pas une trilogie oufissime, exceptionnelle, c'est une bonne dystopie, l'idée de base est originale, donc voilà. On enchaîne avec le manga, donc enfin on va parler d'un manga sur cette chaîne, j'espère que ça va continuer, après on lit pas énormément de mangas en ce moment. Je vous ai déjà parlé de ce livre, c'est le préquel du manga Kasane. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, je pense pas que je vais en reparler maintenant, ça servirait pas à pas grand chose vu que j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente. Dans ce préquel on suit la mère de Kasane. J'ai lu uniquement le tome 1, je pense que je vais me procurer les autres. Pour commencer, les images et les dessins sont vraiment, ils sont clairs, ils sont beaux, ils sont bien faits. Franchement j'aime beaucoup les yeux, ça pétille un petit peu, enfin c'est très sympathique. Pour vous faire un court résumé, en fait Kasane et sa mère sont des personnes hideuses, mais vraiment, enfin c'est pas juste un trait, un nez de travers ou quoi que ce soit, elles sont décrites comme étant vraiment affreuses, des monstres, et les gens ne les aiment pas, les maltraitent, etc. Il y a vraiment un côté très sombre là-dessus. Et la mère de Kasane a découvert une poudre rouge dont elle s'est fait un rouge à lèvres qui lui permet, quand elle embrasse quelqu'un sur la bouche, de voler le visage de cette personne et donc de devenir quelqu'un de joli et tout ça. Et donc cette mère disparaît et elle laisse en legs à sa fille le rouge à lèvres pour qu'elle aussi puisse s'en sortir dans la vie. Donc on va suivre cette petite fille qui se fait vraiment maltraiter par ses camarades. C'est un seinen, hein, donc l'ambiance est très très sombre, c'est vraiment ce que j'aime dans ce genre de manga, c'est l'ambiance, le fait que l'héroïne n'est pas quelqu'un de particulièrement bien au final. Enfin, on comprend pourquoi elle fait des actions un peu mauvaises parfois, c'est quelqu'un qui souffre, qui va vivre des péripéties à cause de cette souffrance, qui va essayer de s'en sortir, mais c'est quand même quelqu'un qu'on aime bien au final, enfin moi j'apprécie quand même ce personnage. La question que je me posais surtout c'est comment l'auteur allait représenter cette petite fille qui est hideuse, et en fait elle le fait pas. La plupart du temps quand on voit la petite fille, elle est couverte par ses cheveux, une grosse cascade de cheveux comme ça, et on voit des fois de temps en temps on voit une grosse bouche se dessiner derrière les cheveux, ou un œil furieux ou ce genre de choses. Il y a peut-être juste une fois, je vais essayer de vous retrouver l'image, où on voit sa tête un peu plus clairement. Oui là, voilà. Ici. Ah, voilà, il a fait de la mise au point, ça y est. Voilà, c'est vraiment le seul passage où on voit vraiment sa tête comme ça. Que ce soit fait de cette manière, ça me dérange pas du tout, c'était juste pour le mentionner. Par rapport au préquel, c'est dans la même veine. La seule différence, c'est que là, il n'y a pas tout le côté traditionnel en fait. Dans le préquel, on comprenait pourquoi les gens voulaient du mal à la mère qui était hideuse. C'est une lecture perturbante, hein. Franchement je suis ressortie de ça, j'étais un peu mal pour la petite fille quand même. Je pense que la suite va pouvoir être encore mieux parce que là, il y a d'autres personnages qui apparaissent au fur et à mesure, je sens que c'est quelque chose d'assez dense quand même. L'auteur a bien réfléchi à ce qu'elle va faire, à ce qu'elle va raconter, je pense que c'est quelque chose qui va tenir sur ses pattes et voilà. Elle me fait super envie. Si vous aimez les seinen, franchement allez-y. C'est très addictif, franchement j'ai hésité quand je suis allée en librairie à acheter toute la suite. Et je me suis retenue parce qu'en ce moment j'ai pas mal de livres à lire et j'ai pas mal craqué. Je vais à nouveau vous parler d'une dystopie. Et je vais vous parler d'une duologie, il s'agit de The Book of Evie et The Revolution of Evie de Amy Angel, paru chez Lumen. Je vais commencer par le premier tome. Si vous voulez, il y a déjà la chronique qui est sortie sur le blog d'ailleurs et j'ai fait pareil, j'ai parlé des deux en même temps. Je vais commencer par le premier tome que j'ai trouvé plutôt original pour une dystopie. C'était le thème est sympathique, donc en fait il s'agit d'un monde post-apocalyptique, enfin d'une guerre nucléaire, voilà, une guerre nucléaire qui a décimé la population mondiale, et des réfugiés se sont installés dans une petite ville, et pour décider qui allait imposer ses idées dans la ville, il y a eu une espèce d'affrontement entre deux leaders qui voulaient imposer leurs idées pour gouverner cette ville, et donc ça a créé ensuite deux grandes familles qui s'opposent un peu toujours, donc la famille Latimer et la famille Westfall. Et on va suivre Evie, qui est la fille du descendant Westfall en fait, qui cherche toujours à reprendre le pouvoir parce qu'il fait partie des perdants et qui trouve que toutes les idées du président Latimer sont vraiment très mauvaises. Donc il voudrait prendre le pouvoir
Et pour ça, il va utiliser Ivy comme arme. Comme elle a subi un bon petit lavage de cerveau, on va le dire, elle va essayer de mettre le plan à exécution. Et comme la tradition veut que les fils Latimer épousent les filles Westfall et inversement, donc que les deux parties de la ville se mélangent un peu, Ivy va épouser le fils du président Latimer, Bishop. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage d'Ivy parce qu'on la voit évoluer donc de cette position d'arme au cerveau complètement lavé à la recherche de sa propre identité en fait. Elle finit par réussir à se détacher des idées de son père et à chercher qui elle est. On va pas se mentir, la romance qu'il y a, parce qu'il y en a une, elle aide beaucoup. Elle est pas trop gnangnan cette romance, j'ai trouvé, voilà. Elle était douce, tendre, simple, voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. C'est pas, faut pas chercher, faut pas s'attendre à une grosse histoire de ouf, hein. C'est court, hein, ça fait 300 pages. Moi j'ai pas réussi à décrocher, j'ai envie de savoir la suite, bon, voilà. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est addictif, mais ça se lit très vite, ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. D'où une légère déception pour le second tome, donc de Revolution of Ivy. Pour les mêmes raisons que je vous ai pas fait de résumé de Glass World, je vais pas vous faire un résumé de celui-ci. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que de mon point de vue, ce roman, c'est du fanservice. Voilà. L'auteur avait son histoire complète dans la tête. Elle savait ce qui allait se passer, dans quel ordre. Elle nous a donné le nœud de l'intrigue, le nœud de l'histoire et toute l'action dans le premier tome. Elle nous a laissé sur une espèce de cliffhanger assez intéressant, mais en soi l'action avait été menée en quelque sorte, c'est bon. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé là-dedans. En fait, c'est une suite, mais des personnages. Voilà, c'est comment est-ce qu'ils terminent ce qu'ils ont commencé dans le premier tome. Il n'y a aucune nouvelle intrigue. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de palpitant. C'est vraiment une suite. Donc en fait, on a eu un gros pic sur le premier tome, et là, bon bah voilà, on se promène tranquillement jusque la fin de l'histoire. C'est pour ça que je trouve que séparer deux tomes de 320 pages, écrit gros, en deux histoires qu'on voudrait différentes, ça n'avait pas d'intérêt. Je pense que ce tome-là a beaucoup d'intérêt si on décide de le lire comme étant la deuxième moitié du premier tome en fait. Voilà, comme s'il n'y avait qu'une seule histoire, parce que finalement c'est le cas, c'est la fin. J'ai trouvé que les personnages étaient un peu moins intéressants, ça tournait un peu en rond parfois. La romance est un peu plus présente que dans le premier tome, et bon, elle est sympathique, et on finit par comprendre le truc quoi. Le personnage d'Ivy, je l'ai trouvé très réaliste, ça c'est un bon point. Dans ses réactions, dans sa façon de penser, enfin moi c'est un mécanisme en tout cas que je suis capable de comprendre à certains moments. Il y a d'autres fois je me dis juste qu'elle est stupide. Je l'ai lu, j'ai bien aimé vraiment avoir la fin de cette histoire, mais je pense que je l'ai plus vue comme la fin du premier tome. Voilà, c'est fini pour cette présentation, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les livres, si vous les avez lus ou pas, si vous en avez envie. Nous donner également votre avis sur notre vidéo, en fait, sur notre façon de parler, etc. Ça pourrait nous aider à faire un contenu un peu meilleur. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Et on se dit, déjà on va vous souhaiter de très bonnes lectures, et on va vous laisser jusque la semaine prochaine, ou plus tôt, s'il y a une vidéo bonus. On va pas trop prévu, voilà, à bientôt.